Tous nos concepts juridiques, ce ne sont pas des concepts, si on veut, qui correspondent à une réalité naturelle dans l'univers. C'est pas comme si je parle de l'amphithéose, c'est pas la même chose que si je parle de l'eau H2O. L'eau H2O, on sait, c'est deux molécules d'hydrogène, une molécule d'oxygène, c'est ça de l'eau. Nos concepts juridiques, ce sont des constructions sociales qui sont le résultat de différentes pressions dans le temps, l'usage de l'imagination institutionnelle, la conséquence de forces politiques à certains moments. Puis une fois qu'on arrive avec un concept, il se crée, puis avec le temps, il peut se transformer, évoluer, se changer. Donc l'idée, c'est que quand on a un concept juridique entre les mains, on n'a pas à penser qu'il est défini maintenant et pour toujours, qu'il y a un seul vrai sens, puis que ça doit être la seule façon d'y penser. Les réalistes américains, par exemple, ont travaillé beaucoup à essayer de comprendre le concept de propriété en disant, le concept de propriété, c'est un ensemble de pouvoirs ou de capacités qu'on a pour contrôler, exclure l'usage des autres sur un bien. Puis on est capable de remodeler tout ça pour... en droit civil, on parlerait d'un démembrement de la propriété pour atteindre les objectifs qu'on veut. Donc, on n'est pas prisonnier de concepts juridiques tels qu'on les trouve. S'émanciper aussi, peut vouloir dire prendre des concepts qui existent, les déconstruire pour voir quels sont leurs éléments constitutifs. Et ensuite, si on le veut, on peut reconstruire ou recréer d'autres concepts à partir des éléments qu'ils contiennent. La souveraineté, c'est un peu la même chose. La souveraineté, ce n'est pas une catégorie naturelle, ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve dans l'univers. Si vous marchez dans la rue, là, vous n'allez pas voir la souveraineté par hasard, vous vous frappez d'en face. Ça n'existe pas comme un objet physique. C'est un construit social qui a une histoire, une généalogie, puis c'est contingent à cette histoire, cette généalogie-là. Et donc, il faut en prendre en considération cette histoire, cette généalogie-là, si on veut voir à quoi elle sert, à quoi ce concept-là servait, puis est-ce qu'aujourd'hui, il nous sert toujours? Et dans mon texte sur l'inadéquation du concept de souveraineté pour comprendre le fédéralisme, l'idée, c'est que ce concept-là n'est pas utile, à mon avis, pour comprendre le fédéralisme, parce qu'il repose sur un ensemble de présupposés qui ne conviennent pas au phénomène politique qui est le fédéralisme. Donc, c'est quoi l'idée de souveraineté, comme on l'a entendu? Bien, si on retourne un peu dans l'histoire, l'idée d'un pouvoir souverain, ça a été développé ou créé en opposition à d'autres conceptions de l'usage de pouvoir qui étaient limitées. On avait des pouvoirs restreints, par exemple, d'un fief ou d'un seigneur. C'était des pouvoirs qui étaient purement partiels, partagés. Et on en est venu à cette idée d'une source de pouvoir, si on veut, absolu, pour la distinguer de ces pouvoirs partagés-là. Et donc, on trouvait le souverain. Le souverain, c'est celui qui avait les pouvoirs suprêmes. Et donc, ça nous permettait de distinguer qui sont les souverains des vassaux. Et donc, c'est un concept qui s'est développé, qui a été utile, notamment, on peut parler du Moyen Âge, Renaissance, où entre souverains, on a des rapports qui ne sont pas les mêmes qu'avec les vassaux, un baron. Bon. Maintenant, la Révolution française arrive. Le souverain, celui qui incarnait le souverain, qui était le roi ou la reine, en perd la tête. Et le souverain qui était cet individu-là, dans la rhétorique, dans le discours politique, est remplacé par le peuple, par exemple. Donc, on dit à ce moment-là, on parle de souveraineté populaire ou souveraineté du peuple. Donc, le peuple est comme tout puissant.
c'est lui qui possède les pouvoirs ultimes Ouais. dans cette conception-là. Mais là, quand on a fait ce transfert-là, on n'a pas pris en considération les éléments institutionnels qui rendaient possible l'idée de souveraineté qui était Ouais. dans une seule personne. Parce que là, c'était plus dans une seule personne, mais c'était dans un corps collectif. Et il fallait s'imaginer comment ce corps collectif-là pouvait être souverain sur lui-même. Parce qu'autrement, on avait une conception du souverain qui était souverain par rapport à des sujets En effet. qui lui étaient subordonnés. Là, le peuple est à la fois souverain et son propre sujet. Donc là, il y a des enjeux conceptuels qui méritent qu'on retravaille le concept. Bon, jusque-là, on est capable de fonctionner. Ça pose des problèmes, par exemple. Pourquoi un peuple souverain devrait-il être lié par la Constitution qu'il établit? S'il est souverain, ben, il peut se donner la Constitution qu'il veut. Effectivement. Une fois qu'il s'est donné la Constitution, le lendemain, si le peuple décide de changer d'idée, ben, s'il est souverain, il peut la changer. Oui, effectivement. Mais si dans la première Constitution, on a prévu que pour modifier cette Constitution-là, il faut suivre des formules d'amendement. Oui. On dit, bon, nous, on adopte une Constitution, le peuple souverain adopte cette Constitution, et dorénavant, pour la modifier, il faudra suivre les formules X, Y, Z. Il est en contrat. 3 semaines plus tard, le peuple se dit, ben non, moi, je l'aime plus, cette première Constitution-là. Est-ce qu'il est toujours lié par cette Constitution-là, parce qu'il est lié par la formule d'amendement? S'il est souverain, il ne devrait avoir aucune limite. S'il n'est pas lié par la formule d'amendement, ça veut dire que le premier, il y a 3 semaines, il n'était pas réellement souverain, il ne pouvait pas lier le futur. Donc, il y a des problèmes comme ça. Donc, il y avait cet enjeu-là qu'on retrouve historiquement aussi pour le souverain lui-même. Est-ce qu'il peut se lier pour le futur? C'est des problèmes logiques, mais c'est pas très, très grave. Mais là où on en vient à des situations plus difficiles, pour le concept de souveraineté, qu'on dit une, indivisible, inaliénable, parce que c'est ça l'idée, c'est le pouvoir absolu. Comment on peut combiner ça avec l'idée de fédéralisme? Ou ce qu'on entend par fédéralisme, c'est un régime dans lequel on a des ordres de pouvoir qui sont coordonnés. C'est important de parler en termes de coordination et pas de hiérarchie, c'est-à-dire que le centre n'est pas le supérieur hiérarchique des États fédérés et le centre n'est pas non plus un simple délégué des États fédérés. Donc, et les deux paliers, il peut y en avoir 3, il peut en avoir... chacun des paliers incarne un corps politique qui se veut légitime de manière directe. C'est-à-dire que ce corps politique-là... Ils sont souverains dans la c'est ça, exactement. Il incarne l'autorité politique légitime d'un groupe. Donc, tant le centre incarne l'autorité politique légitime pour l'ensemble d'un groupe, l'État fédéré incarne l'autorité politique pour le plus petit groupe, mais pour les fonctions prévues pour l'État fédéré, puis pour le centre, pour les fonctions prévues pour... Donc, on vient de diviser l'autorité publique. Donc, la même personne est assujettie à 2 autorités publiques qui se veulent également légitimes, mais le pouvoir ultime, là, il est divisé. Comment on fait pour s'imaginer que des pouvoirs puissent être à la fois divisés et qu'il y ait une place pour la souveraineté? Et là, c'est ça où on arrive avec différentes tentatives pour réconcilier. Pourquoi on essaie de réconcilier? Parce que la souveraineté, là, ça, c'est comme concept juridique et politique, c'est une espèce de success story. Tout à fait. C'est l'étalon d'or depuis des décennies. Chaque unité politique veut pouvoir se réclamer la souveraineté parce qu'il dit c'est le pouvoir suprême, complet.
Alors que, mais si on recule dans le passé, il y avait d'autres formes politiques que la souveraineté. C'était pas la seule forme politique possible. Donc, on est habitué maintenant, compte tenu du fait que la souveraineté devient l'étalon, on essaie de voir tous les régimes politiques comme si c'était des formes de souveraineté. Alors, ça ne nous permet pas de bien comprendre d'autres formes comme la fédération. Donc, comment on essaie de faire pour faire rentrer cette chose qui est une fédération dans le moule qui est la souveraineté? Hein, parce que c'est comme si on a un carré, là, puis qu'on essaie de le faire rentrer dans un cercle. Il y a des coins qui ne passent pas bien, là. Donc, voici les stratégies qui sont employées. La première, c'est de dire, dans le fond, une fédération, c'est comme une sorte d'État fédéral. C'est comme si le centre avait décentralisé énormément l'exercice de ses pouvoirs vers le bas. Puis, les États fédérés sont en quelque sorte le produit d'une décentralisation. Il y a un État qui est souverain, puis les États fédérés, essentiellement, ce sont des subordonnés. Ça colle avec l'idée d'une souveraineté qui serait au centre, mais pas avec l'idée d'une fédération, parce que à ce moment-là, les États fédérés n'ont pas leur juridiction exclusive et même leur légitimité qui leur est propre et indépendante de celle du centre. À l'autre opposé, on va dire, non, les États fédérés sont les entités qui possèdent leur légitimité propre, première. Et ils se sont entendus pour déléguer certains pouvoirs au centre. Confédération. Ça devient la Confédération. Ça respecte l'idée de multiplicité de groupes qui ont une autorité légitime, première, mais le centre n'a pas cette autorité première et légitime-là, c'est un pouvoir dérivé. Donc, on dit que la souveraineté repose dans les unités fédérées, mais il n'y a pas d'autorité légitime propre, première, au centre. Donc là, à ce moment-là, on essaie d'expliquer l'élément de la multiplicité des acteurs, mais on perd l'aspect de... Fédération. C'est ça. Ouais. D'autres fois, on va dire, non, il faut chercher la souveraineté ailleurs qu'entre les deux. Donc, on va dire, il y a peut-être le centre, il y a peut-être les unités fédérées, mais la souveraineté reposerait dans une entité qui engloberait le tout, qui serait ni dans le centre, pris individuellement, ni dans les États fédérés, pris individuellement, mais la souveraineté apparaîtrait lorsqu'on met tout ça ensemble. Pour le Canada, ça pourrait être quand le constituant parle suite à une réforme constitutionnelle. Mais c'est peu plausible parce que là, à ce moment-là, il n'y a plus de... C'est un souverain qui est absent. C'est pas un souverain qui est capable de décider, il n'est pas là. Et il décide sur peu de choses. Et bon, il y a un ensemble de problèmes avec cette conception-là parce que on se demande qui est le détenteur réel de la souveraineté. Il n'y a plus d'entité qui peut être porteur de l'idée de la souveraineté. Alors, l'idée de souveraineté, c'était justement d'identifier une unité qui est porteuse de tous ses pouvoirs. Donc, mais là, je pourrais rentrer dans plus de détails, mais essentiellement, l'idée, c'est que si on se rend compte que le concept de souveraineté comme étant une, indivisible, inaliénable, n'est pas tout à fait adéquat pour rendre compte du phénomène du fédéralisme. On pourrait se dire, on peut l'adapter, le remodeler, le transformer, comme je vous ai parlé pour le droit de propriété. Mais il y a une raison pragmatique qui pourrait nous dire que ce ne serait pas une bonne idée de le faire. Et cette raison-là, c'est si notre adaptation, notre modification vise précisément à transformer notre concept de base
dans l'inverse de ce qu'il devait dénoter à l'origine. D'accord. Rappelons-nous que la souveraineté, au début, l'idée, c'était, on utilise ce concept-là pour le distinguer des autres formes de régime qui sont des autorités partielles, Ouais. ou des autorités partagées. On dit non, la souveraineté, ça va être pour distinguer l'entité qui a les pouvoirs complets, absolus, indivisibles. On utilise ce concept-là pour les distinguer des autres formes. Et là, si on dit maintenant la souveraineté, faut l'adapter pour qu'elle veuille dire maintenant que ça veut que c'est un pouvoir partiel, divisé, partagé, ben, ça va complètement à l'inverse de l'objectif. C'est loin de l'origine du concept. C'est ça, on n'est pas obligé de suivre l'origine, mais là, ça s'en va complètement dans l'objectif opposé, Ouais. l'antithèse de l'objectif premier. Donc là, on existe des raisons pragmatiques Oui. pour dire c'est pas une bonne idée. Sinon, il va y avoir un problème de lisibilité quand on va relire des textes antérieurs, parce que le mot va vouloir dire exactement l'inverse de ce qu'il veut dire aujourd'hui. Donc, laissons de côté le mot souveraineté, le concept de souveraineté. D'accord. Utilisons un autre concept qui va être plus utile pour comprendre le phénomène qu'on veut examiner. C'est un peu pour ça que j'ai déjà écrit dans un texte de manière un peu provocatrice qu'il existait des souverainistes québécois et qu'il existe des souverainistes canadiens. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que pour les souverainistes québécois, la légitimité ultime se retrouve politique est dans l'État québécois. Et l'État du Québec incarne une souveraineté populaire qui aurait délégué certains pouvoirs vers une autre entité qui était à Ottawa. Mais que seul l'État fédéré aurait cette légitimité propre et première. Les souverainistes canadiens, eux, sont à l'autre opposé. Eux croient que la souveraineté populaire repose dans le peuple du Canada. Comme si l'ensemble du Canada, en soi, c'est un peuple entier, complet, qui possède une souveraineté unique, indivisible, inaliénable. Et que les entités fédérées, ce ne serait que des mécanismes, si on veut, pour gouverner, pour mettre en œuvre des décisions politiques, administratives. Pour la pensée fédérale, ni l'un ni l'autre n'est adéquat parce que dans la pensée fédérale, chacun des paliers incarne réellement une identité politique, une identité populaire qui lui est propre. Donc, autant l'État du Québec incarne l'autorité, la légitimité populaire première, que l'État canadien incarne une légitimité démocratique première, mais dans aucun cas est-ce qu'elle est entièrement complète. Pourquoi? Parce que dans la pensée fédérale, l'individu est membre à la fois de deux communautés. Les membres de la communauté politique de l'État fédéré et les membres de la communauté politique qui correspond à l'ensemble. Mais aucune de ces deux communautés-là est supérieure une à l'autre. Et aucune occupe la place de l'autre dans certains champs de compétences. Ce qui fait en sorte que si on dit que c'est la souveraineté populaire, il faut se demander, mais qui est le peuple? Ben, si vous êtes un souverainiste canadien, le peuple, c'est le peuple canadien, puis tous les autres particularismes, c'est pas pertinent. Si vous dites, si vous êtes souverainiste québécois, qui est le peuple? Ben, c'est le peuple du Québec. Mais les autres éléments par canadien, c'est pas pertinent. C'est pour ça que les deux groupes, souvent, ne se comprennent pas parce qu'ils ne comprennent pas le point de vue selon lequel l'un et l'autre se placent. Donc, la souveraineté populaire,
si on parle de souveraineté, ben, on cherche qui est l'acteur unique. Mhm. Mais dans une fédération, il n'y en a pas un acteur unique. Mhm. À la base même, c'est comme s'il y avait des entités politiques qui étaient siamoises, imbriquées. Donc, l'identité, dans une perspective fédérale, par exemple, d'un Québécois fédéraliste dans cette perspective-là, il est à la fois québécois et canadien. Il peut avoir un attachement variable à une ou à l'autre des communautés, mais il y a une loyauté à une et à l'autre des communautés. Il ne voit pas une ou l'autre comme étant simplement un outil fonctionnel pour atteindre certains objectifs. Il se sent où son identité est propre. Donc, il n'y a pas un seul peuple, mais ce sont, si on veut, des peuples qui sont imbriqués, qui se superposent sur les mêmes individus. Excellent. La métaphore des Siamois, je pense que c'est John Ralston Saul. Jacques Godbout a utilisé ça pour les frères, en disant que c'est des frères siamois. Mais en fait, c'est intéressant l'idée de frères siamois parce que si on pense qu'il faut qu'il y ait une seule unité, on dit ben c'est comme une sorte de monstre. Mais non, arrêtez de penser que ça doit être une seule unité. Il y a deux réalités qui sont liées. Et elles sont liées de façon intrinsèque, de manière à faire en sorte que l'identité de un dépend notamment du fait qu'elle est liée avec l'autre. D'accord. C'est pas simplement que c'est deux entités qui sont l'une à côté de l'autre, mais leur identité est définie aussi par l'existence d'un lien avec l'autre. Oui. OK. Donc, le lien participe de leur définition identitaire, si on veut. Et l'individu fédéraliste se trouve entre les deux. Et ce qui est fascinant sur le plan sociologique, c'est que pour maintenir une fédération en place, on n'a pas besoin d'un nombre énorme de personnes qui pensent selon la pensée fédéraliste distinctive. Il suffit que les souverainistes du centre puis les souverainistes de l'État fédéré soient dans une situation où ni l'un ni l'autre est capable d'imposer sa perspective pour créer une espèce d'équilibre où, de facto, on se retrouve avec une fédération. Et souvent, dans ce genre de contexte-là, on peut voir, par exemple, au Canada, la Cour suprême qui doit trancher entre le centre ou les États fédérés, qui va utiliser une perspective fédéraliste parce qu'elle ne donne raison ni à l'un ni à l'autre. Et elle renforce le lien commun, comme on a pu voir dans le renvoi sur la sécession du Québec, par exemple. Oui, effectivement. Parfait, merci. Donc, finalement, j'aimerais revenir sur ton monographe sur le constitutionnalisme organique, Organic Constitutionalism. Peux-tu nous expliquer le concept grosso modo? Oui. En fait, l'idée de constitutionnalisme organique, c'est on peut l'opposer à ce qu'on pourrait appeler un constitutionnalisme volontariste. Prenons une comparaison, une métaphore pour essayer de voir. Imaginons-nous que la Constitution, c'est une sorte de maison, une demeure dans laquelle on va habiter. C'est le cadre dans lequel on a notre vie politique, collective, sociale. Une constitution qui est le fruit d'un acte de volonté, on peut s'imaginer comme disant, on a un architecte, une architecte qui s'assoit et qui s'imagine quelle serait la meilleure structure possible pour cette constitution-là, puis qui la dessine, puis comme c'est un mélange d'art et de science très défini, puis selon les meilleures données possibles de la science, on le sépare de cette façon-là. Puis, une fois que le plan est fait, on le met en œuvre. Donc, il y a un acte de volonté qui peut être inspiré de la raison, là, de notre raisonnement puis de la science, mais c'est essentiellement un acte volontaire de mettre en place. Ça, c'est le modèle, c'est un des modèles qu'on retrouve, c'est un peu l'image, souvent dans plusieurs pays civilistes où on parle du constituant qui arrive, puis on adopte une nouvelle constitution d'un coup. Code napoléonique, par exemple.
la Constitution américaine, la Constitution française, la première. Donc, c'est un acte de volonté. On a une assemblée constituante. Le constitutionnalisme organique, contrairement à cette image où la Constitution est comme une maison créée par des architectes, imaginons-nous plutôt que on est dans une maison déjà existante. Elle est déjà là. Puis, en grandissant, la famille évoluant, se transformant, ses besoins sont modifiés, puis on fait des rénovations à la maison au fur et à mesure, selon les besoins ressentis, réels ou perçus. On agrandit un petit peu d'un côté, on change un mur de place, on refait les armoires, on refait... ça se développe au fur et à mesure, petit peu par petit peu, sans qu'il y ait un grand plan de développement, mais selon les besoins graduels. Donc, constitution organique, l'idée, c'est qu'il y a un développement qui s'opère à travers le temps, qui n'est pas nécessairement le fruit d'un acte de volonté d'un peuple ou d'un constituant qui dit « voici le grand plan ». Et c'est plutôt de voir la Constitution comme un objet organique qui se développe, qui grandit, qui se transforme, qui, selon les réalités du temps, qui évolue selon les réalités, les besoins, les échecs, erreur, échec, erreur, essai, essai-erreur. Donc, petit peu par petit peu, mais c'est pas la Constitution n'est pas vue à ce moment-là comme étant le produit d'un grand plan rationnel qui a été mis en œuvre par un acte de volonté. Dans la Constitution canadienne, il y a des bouts de la Constitution qui reflètent des actes de volonté. La loi de 1867, la loi de 1982 qui inclut la Charte canadienne. Mais il y a beaucoup de choses en droit constitutionnel canadien qui sont en fait essentiellement le fruit de développement organique. Et un des exemples de ça, c'est par exemple les pouvoirs en matière de traités internationaux. En 1867, personne n'avait en tête que le Canada pourrait un jour être indépendant et devrait un jour contrôler sa politique étrangère, conclure des traités, et ainsi de suite. Donc, il n'y avait aucune disposition sur le fait que le Canada pourrait agir de façon autonome. Il y avait une disposition qui prévoyait comment mettre en œuvre des traités que le Royaume-Uni allait conclure, puis s'assurer que son dominion allait être conforme aux droits de l'Empire. Mais il n'y avait rien pour... Et donc, tout notre droit constitutionnel autour de comment conclure des traités, comment les mettre en œuvre, tout ça, ça s'est développé, ça a été élaboré morceau par morceau, pièce par pièce, au fruit... Oui, par des accidents historiques, par une décision qui peut toucher un aspect du droit constitutionnel, mais qui, de façon indirecte, a un effet ailleurs. Donc, on modifie un élément, ça a un effet ailleurs. Donc, à ce moment-là, ce développement-là organique s'opère. On adopte une décision qui porte sur comment on va partager une dette, par exemple, entre les... il y a le créancier. Qui est le premier créancier hypothécaire, par exemple, en cas de faillite? Bien, dans la tradition de common law, c'est la couronne. Et là, on se dit, oui, mais au Canada, c'est qui la couronne de province, la couronne? Là, on arrive à décider que les deux sont égaux. Il n'y en a pas une qui a priorité sur l'autre. Bien, cet élément-là, on parle d'une dette à la couronne, mais ça a un impact en disant, bien, si les deux sont égaux, ça a un impact ailleurs sur les prérogatives de la couronne. Puis cette décision-là a un impact sur comment on va s'imaginer le fédéralisme par la suite, a un impact sur comment on va développer l'argument selon lequel, si les deux sont égaux, peut-être que les provinces peuvent aussi avoir des pouvoirs en matière de traités internationaux, et ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est, le constitutionnalisme organique, c'est de suspendre peut-être cette croyance-là que la Constitution est nécessairement le fruit d'un acte de volonté d'une force constituante
avec un plan précis, mais que dans certains cas, le constitutionnalisme évolue sans qu'il y ait un acteur particulier qui a eu un geste volontaire pour la transformer, mais par accident, et que ça évolue avec le temps. Ça peut être des conventions, ça peut être développement de la common law, des décisions de la jurisprudence, un ajout ici, un ajout là. Et qui se développe par adaptation essentiellement. Et évidemment, si on conçoit la Constitution de cette façon-là, selon cette métaphore-là, plutôt que la métaphore du produit d'un acte de volonté, bien, il y a d'autres questions qui se posent, puis il y a des questions qui se posent moins. Si on dit que la Constitution est un acte de volonté, on va se demander l'acte de volonté de qui? Ben, le souverain. Oui, d'accord. Si c'est... Mais si c'est organique... Si c'est organique, il y a un autre principe de développement. Ça ne veut pas dire qu'il y a un souverain qui a poussé pour que ça se développe de cette direction-là. Ça peut être une dynamique immanente à l'objet. Il peut y avoir exactement les différents éléments de la société qui vivent avec la Constitution peuvent contribuer à son développement, et ainsi de suite. Bref, ça ouvre une autre porte à une autre série de questions pour la théorie politique. Et pour des juristes, c'est intéressant d'ouvrir ces portes-là pour ne pas se limiter aux seules règles qu'on a devant nous. D'une perspective de droit et société, c'est de bien comprendre que le droit, les règles particulières sont essentiellement des incarnations, des produits de toute une série d'idées antérieures qui font en sorte que ces règles-là sont pensables comme on les pense, qui sont possibles, mais pour bien les comprendre, là, il faut vraiment comprendre qu'est-ce qui nous a rendu cette chose-là possible dans notre esprit. Comment on a pu en arriver à imaginer que ça, c'est plausible. C'est pour ça que si je reviens au tout début sur la propriété, dans bien des cas, pour les gens, je pense que c'est naturel, la propriété. Oui. Ben, c'est parce qu'on est tellement habitué de faire ça, mais... Oui, effectivement. Bon, on peut toujours se poser la question, c'est quoi la propriété? Si on le divise en disant, ben essentiellement, la propriété, c'est la capacité d'exclure l'usage d'un objet par d'autres et de contrôler cet usage-là, ben, on aurait pu se poser la question, mais qui détermine qui doit avoir cet usage exclusif? Est-ce que l'usage doit toujours être exclusif? Dès qu'on commence à le détacher, on s'aperçoit qu'on peut jouer avec les concepts. Ben, dans une approche de droit et société, c'est utile de le faire pour tout concept qu'on examine. Et un regard critique sur les concepts juridiques, ça implique notamment, pas nécessairement dire « je ne suis pas d'accord » ou « je n'aime pas ce concept-là ». Un regard critique implique d'essayer de comprendre ces composantes. Qu'est-ce qui a mené à la naissance de ce concept-là? C'est quoi sa généalogie? Puis qu'est-ce qu'on peut faire avec? Quelles sont les affinités conceptuelles? Comment on est capable de le redéfaire, le reconstruire? Et ça, pour le faire, il faut aller souvent avoir recours à l'expertise de d'autres disciplines. Ça peut être philosophie, ça peut être en anthropologie, ça peut être en sociologie. Le point de vue critique. Économique. Exact. Absolument. Exactement. Oui. Donc, l'objectif, c'est de bien comprendre le droit dans son contexte.